Chapitre 11. Les villes englouties. La ville 10. Des marins de Douarnenez pêchaient une nuit dans la baie au mouillage. La pêche terminée, ils voulurent lever l'ancre, mais tous leurs efforts réunis ne purent la ramener. Elle était accrochée quelque part. Pour la dégager, l'un d'eux, hardi plongeur, se laissa couler le long de la chaîne. Quand il remonta, il dit à ses compagnons: « Devinez en quoi était engagée notre ancre. Et parbleu, dans quelques roches. Non, dans les barreaux d'une fenêtre. » Les pêcheurs crurent qu'il était devenu fou. Oui, poursuivit-il, et cette fenêtre était une fenêtre d'église. Elle était illuminée. La lumière qui venait d'elle éclairait au loin la mer profonde. J'ai regardé par le vitrail. Il y avait foule dans l'église. Beaucoup d'hommes et de femmes avec de riches costumes. Un prêtre se tenait à l'autel. J'ai entendu qu'il demandait un enfant de chœur pour lui répondre la messe. « Ce n'est pas possible !» s'écrièrent les pêcheurs. « Je vous le jure sur mon âme !» Il fut convenu qu'on irait conter la chose au recteur. Ils y allèrent en effet. Le recteur dit au marin qui avait plongé: « Vous avez vu la cathédrale 10 ? Si vous vous étiez proposé au prêtre pour lui répondre sa messe, la ville 10 tout entière serait ressuscitée des flots et la France aurait changé de capitale. » Conté par Prosper Pierre, Douarnenez, 1887. À Kerdiolec, près de Troguer, sur la route de Plogoff à la pointe du Raz, se voient encore les murs en ciment de la ville 10. La ville 10 s'étendait de Douarnenez à Port-Blanc. Les 7 îles en sont des ruines. La plus belle église de la ville s'élevait à l'endroit où sont aujourd'hui les récifs de Triakos. C'est pourquoi on les appelle encore Tréouguères. Les pêcheurs de Port-Blanc sont de hardis étymologistes. Ils décomposent Tréouguère ou Tréauguère, nom breton des Tréagos, en Traouker, mot à mot le bas de la ville. En Cornouailles, dans la tombe d'un capitaine mort en mer, on entend sonner la cloche qu'il faisait retentir au moment où le navire sombra. Dans les rochers de Saint-Gildas, quand les nuits sont claires et douces, on entend chanter une sirène, et cette sirène, c'est Aès, la fille du roi Gralon. Quelquefois aussi des cloches tintent au large. Il est impossible d'ouïr un carillon plus mélodieux. C'est le carillon des cloches 10. Un des quartiers de la ville s'appelait l'Exobie. Il y avait dans Is 100 cathédrales, et dans chacune d'elles, c'était un évêque qui officiait. Quand la ville fut engloutie, chacun garda l'attitude qu'il avait et continua de faire ce qu'il faisait au moment de la catastrophe. Les vieilles qui filaient continuent de filer. Les marchands de draps continuent de vendre la même pièce d'étoffe aux mêmes acheteurs. Et cela durera ainsi jusqu'à ce que la ville ressuscite et que ses habitants soient délivrés. Voir Charles Le Goffic, Le Furteur breton, tome 7, page 137. Le premier pont que l'on voulut bâtir à Douarnenez sur le bras de mer de Poule-David croula parce qu'il était édifié au-dessus de l'endroit même où Dahu, fille de Gralon, que l'on appelle aussi Aès, fut repoussée par son père dans les flots sur l'ordre de saint Gwénolé. La demeure d'Aès est, dit-on, à 100 lieues au large. C'est de là qu'elle parcourt la mer en chantant, accompagnée d'une grande baleine qui ne la quitte jamais et dévore tous les marins que la sirène a séduits. Couloarn Calac. Aès ou Dahu, la fille unique du roi Gralon, continue de hanter la mer depuis la nuit où son père, sur l'ordre de saint Gwénolé, l'y précipita. Seulement, elle a changé son nom d'Aès ou de Dahu contre celui de Marie-Morgane. Quand il y a belle lune au large et que le temps trop clair annonce un orage prochain, on l'entend qui chante avec sa voix de sirène, comme il est dit dans une vieille guerse dont je n'ai retenu que ces 2 vers. Aès breman Marie-Morgane, est-ce que da Loire, d'Anna Sagan. Aès maintenant Marie-Morgane au reflet de la lune dans la nuit chante. Conté par Tine Fouquet, Île de Saint. Marie-Morgane.
Comparez le nom de la fée Morgane dans les romans de la Table ronde et de la Morrigan de l'épopée irlandaise. J'avais dans les 12 ans à l'époque, et je naviguais comme mousse à bord d'un des bateaux pilotes de l'île. Un matin, comme nous croisions un peu avant l'aube dans les parages de l'Armen, en attente des navires de la flotte qui devaient rentrer à Brest, nous vîmes soudain, par bâbord, la mer qui était admirablement unie et lisse se froncer légèrement sans que le moindre souffle de brise eût troublé sa surface. « Oh oh !» s'écria Timur le patron. « Il y a de la grosse bête par là !» Nous pensions qu'il allait surgir quelque énorme poisson. Aussi quelle ne fut pas notre stupeur quand un merveilleux buste de femme nue s'éleva soudain au-dessus des eaux. Nous restâmes un instant comme médusés à la contempler. Ses cheveux très noirs, séparés en 2 bandeaux sur son front, semblaient glisser derrière son dos en une longue tresse, qui venait ensuite faire plusieurs fois le tour de son corps. Elle se tenait droite, ses bras soutenant ses seins, et elle nous regardait fixement sans avoir l'air de bouger, tant ses mouvements étaient aisés et souples. Cependant, il était visible qu'elle se rapprochait de nous. « Aux avirons, tous !» commanda le patron, « et souque dur !» Il avait la voix altérée. Moi, je tremblais, je ne savais pourquoi, de tous mes membres. Nous regagnâmes l'île à force de rames, sans plus nous soucier de la flotte. « C'est une journée perdue, » dit un des hommes de l'équipage quand nous fûmes ancrés dans le port. À quoi Timur répondit d'un ton de colère. « Tu aurais peut-être préféré perdre ta vie ?» Et il ajouta plus calme. « Au lieu de nous plaindre, faisons le signe de la croix, les enfants, pour remercier Dieu et saint Gwénolé. Ceux-là sont rares qui, ayant rencontré Marie Morgane, ont revu vivant la terre. » J'appris ainsi qu'était la mystérieuse belle femme de la mer. Depuis, grâce au ciel, je ne l'ai plus retrouvée sur mon chemin. Conté par Tonton Rosen, île de Saint. Les jardins de Ker-Is. Un patron de barque et son mousse étaient allés tous deux à la pêche. À mi-chemin de la côte aux 7 îles, ils jetèrent l'ancre. Il faisait si chaud qu'au bout d'1 heure, le patron s'endormit. C'était le moment du reflux. La mer baissa tellement que la barque finit par se trouver à sec. Grande fut la surprise du mousse en voyant tout alentour non pas des goémons, mais un champ de petits pois. Il laissa dormir le patron, sauta à terre et se mit à cueillir le plus qu'il put de ces cosses vertes. Il en emplit la barque. Quand le patron se réveilla, la mer avait monté. Il fut tout étonné de voir la barque pleine de petits pois et le mousse qui s'en régalait. « Qu'est-ce que cela signifie ?» demanda-t-il en se frottant les yeux, persuadé qu'il avait la berlue. L'enfant conta la chose. Le patron comprit alors qu'ils avaient mouillé dans la banlieue de Ker-Is, là où les maraîchers de la grande ville avaient autrefois leur culture. Conté par Jeanne-Marie Bénard, Port-Blanc. Dans le voyage de Bran, fils de Fébal, 7e siècle, ce qui paraît être la mer aux hommes est, pour les fées, une plaine fertile et couverte de fleurs. Sélection d'anciens poèmes irlandais, page 6. La légende des villes englouties peut être le point de départ de cette conception. Ma mère a vu la ville d'Is s'élever au-dessus des eaux. Ce n'étaient que châteaux et tourelles. Dans les façades s'ouvraient des milliers de fenêtres. Les toits étaient luisants et clairs, comme s'ils avaient été de cristal. Elle entendait distinctement les cloches sonner dans les églises et le murmure de la foule dans les rues. Conté par Jeanne-Marie Bénard, Port-Blanc. À Lomiquel, Saint-Michel-en-Grève, les jours de très grande marée, quand la mer déchale au loin, on voit poindre encore au-dessus des sables la croix rouge qui surmontait le plus haut clocher de la ville d'Is. Marguerite Philippe, plus Unette. Sur cette célèbre conteuse et chanteuse bretonne, voir le Furteur breton, tome 5, page 162, tome 6, page 20, Revue celtique, tome 31, page 529. Lorsque le jour de la résurrection sera venu pour Ker-Is,
Le premier qui apercevra la flèche de l'église ou qui entendra le son des cloches deviendra roi de la ville et de tout son territoire. Les marchands de Kéris. Une femme de Pleumeur-Baudou étant descendue à la grève puiser de l'eau de mer pour faire cuire son repas, vit tout à coup surgir devant elle un portique immense. Elle le franchit et se trouva dans une cité splendide. Les rues étaient bordées de magasins illuminés. Aux devantures s'étalaient des étoffes magnifiques. Elle en avait les yeux éblouis et cheminait la bouche béante d'admiration au milieu de toutes ces richesses. Les marchands étaient debout sur le seuil de leur porte. À mesure qu'elle passait près d'eux, ils lui criaient « Achetez-nous quelque chose, achetez-nous quelque chose !» Elle en était abasourdie, affolée. À la fin, elle finit par répondre à l'un d'eux « Comment voulez-vous que je vous achète quoi que ce soit ? Je n'ai pas un liard en poche. » « Eh bien, c'est grand dommage, » dit le marchand. « En prenant ne fût-ce que pour 1 sou de marchandises, vous nous eussiez délivrés tous. » À peine eut-il parlé, la ville disparut. La femme se retrouva seule sur la grève. Elle fut si fort émue de cette aventure qu'elle s'évanouit. Des douaniers qui faisaient leur ronde la transportèrent chez elle. À 15 jours de là, elle mourut. Conté par Lise Bellec, Port-Blanc. La vieille de Ker-Is. 2 jeunes hommes de Buguélès s'étaient allés nuitamment couper du goémon à Gueltraz, ce qui est sévèrement prohibé, comme chacun sait. Ils étaient tout occupés à leur besogne quand une vieille, très vieille, vint à eux. Elle pliait sous le fait de bois mort. « Jeunes gens, dit-elle d'une voix suppliante, vous seriez bien gentils de me porter ce fardeau jusqu'à ma demeure. Ce n'est pas loin, et vous rendriez grand service à une pauvre femme. »« Oh bien, répondit l'un d'eux, nous avons mieux à faire. Sans compter, ajouta l'autre, que tu serais capable de nous dénoncer à la douane. »« Maudit soyez-vous » s'écria alors la vieille. « Si vous m'aviez répondu oui, vous auriez ressuscité la ville d'Is. » Et sur ces mots, elle disparut. Conté par Françoise Thomas, Pain-Vénan, 1886. La plus ancienne mention historique de la submersion d'Is est chez Bertrand d'Argentré, L'Histoire de Bretagne, 2e édition, 1588, page 94. Aucuns ont écrit que durant la vie de ce roi, Gralon, la ville d'Is près Quimper fut abîmée et submergée de la mer. Encore aujourd'hui, les habitants montrent les ruines et le reste des murailles si bien cimentées que la mer n'a pu les emporter, disant que le roi Gralon était lord dedans quand elle ruina. Ce sont des accidents lesquels, par semblable submersion de mer, sont souvent advenus ailleurs. Et Dieu conserva Lot de semblable fortune. Mais de cela il n'y a pas de leur témoignage ni autre qu'un ancien bruit bâillé de main en main. On trouve la même légende à peu près dans les mêmes termes chez P. Le Beau, Histoire de Bretagne, 1638, page 45-46. Leur grande cité de Is, située près de la Grand-Mer, si, comme on dit, fut en celui temps pour les péchés des habitants submergés par les eaux issant de celle mer qui repassèrent leurs termes, laquelle submersion le roi Gralon, qui lors était en celle cité, échappa miraculeusement. C'est à savoir par le mérite de saint Gwyngallrus, duquel il est touché ci-après. Et dit-on qu'encore en appièrent ses vestiges sur la rive de celle mer qui de l'ancien nom de la cité est jusques à maintenant appelée Is. Chez Albert le Grand, vie des saints de la Bretagne armorique, 1636, c'est saint Gwénolé qui prévient Gralon de la submersion prochaine d'Is, dont on attribua la cause principale à la princesse d'Ahu, fille impudique du bon roi, laquelle périt en cet abîme. Édition Thomas et Abgral, page 63. La submersion d'Is est un épisode du mystère breton de saint Gwénolé. Arthur de la Borderie, Histoire de Bretagne, tome 1, page 322-324, pense que la légende de Gralon n'est pas très ancienne. Il en montre le germe dans un lait de Marie de France, Grelentmer.
La montagne du Roc-Carlès, entre Saint-Michel-en-Grève et Saint-Efflamme, sert de tombe à une ville magnifique. Tous les 7 ans, pendant la nuit de Noël, la montagne s'entr'ouvre et par la fente, on entrevoit les rues splendidement illuminées de la ville morte. La ville ressusciterait s'il se trouvait quelqu'un d'assez hardi pour s'aventurer dans les profondeurs de la montagne au premier coup sonnant de minuit et d'assez agile pour en être sorti au moment où retentirait le 12e coup. Sur les villes englouties en Basse-Bretagne, voir Sauvé, Mélusine, tome 2, colonne 331-332, Proverbes et dictons de la Basse-Bretagne, revue celtique, tome 3, pages 220 à 222. En Galles, on parle d'une ville engloutie au fond de la mer à Caerloda. Sous le Linsifadon, il y a une ville disparue dont on entend les cloches. Rhys, Celtic Folklore, page 74 à 207. Dans une autre légende galloise, un lac aurait été formé et une ville aurait été submergée par la faute d'une femme qui avait oublié de fermer un puits qu'il était nécessaire de tenir toujours clos. Rhys, Celtic Folklore, page 367, 368, 377. Dans une triade de la Myferian Archaeology of Wales, 2e édition, il est dit que Seitinin, roi de Divet, dans un jour d'ivresse, lâcha la mer sur les états de Gwynno-Garan-Hir. On met ces états sur l'emplacement de la baie actuelle du Cardigan. J. Lot, les Mabinogions, 2e édition, tome 1, page 276, note 7, tome 2, page 310. Dans le Dishensus irlandais, Bond, femme de Nectan, prise d'une fatale curiosité, est cause du débordement d'une fontaine magique dont les vagues s'étendent jusqu'à la mer. Revue celtique, tome 15, page 315. En Écosse, 2 villages auraient été engloutis sous le lac Ericht. Fin du 1er tome.